On ne sait jamais ce qui nous attend au coin de la rue. On entre dans un pub sans savoir qui sera là. C'est cette excitation, cette ignorance qui provoque une montée d'adrénaline. Le hooliganisme est par définition une forme extrême de soutien à une équipe de football. C'est quand on est prêt à se battre pour la réputation, l'honneur et le nom de son club de foot. La violence en fait partie et c'est presque une culture schizophrène des bandes. C'est une culture de bande à temps partiel, où on peut faire toutes ces choses et se comporter mal. Le hooliganisme, c'est un monstre, et il évolue. Il est en constante évolution. Ouais, salut. Ok, ça marche, je m'en occupe. Il est propriétaire de 3 restaurants, mais préfère griller la viande lui-même. Ce ne sont pas seulement ses employés et ses clients qu'il appelle chef. Le chef, c'est le surnom du fondateur des Wise Men de Göteborg, l'une des bandes des ultras de foot les plus violentes d'Europe. À l'époque, Göteborg était une équipe sympathique. On n'avait pas vraiment d'ennemis. Les gens venaient seulement regarder le foot, emmenaient leur famille et tout. Stockholm, d'autre part, avait des supporters beaucoup plus violents. Et pour eux, nous étions des cibles faciles. Ils ont donc commencé à venir ici, à ravager les pubs et à harceler les gens. Certains d'entre nous ont eu assez et se sont dit « Ok, on va mettre fin à tout ça, on va riposter ». Au début, ça ressemblait plus à de la légitime défense. Après un certain temps, on a compris qu'on était meilleur et on a commencé à être plus offensif. On a commencé à voyager à l'étranger ou à Stockholm. Moi, j'ai été poignardé. J'ai eu 2 côtes cassées, un bras cassé. Avant, c'était plutôt old school. Ravager des pubs, se bagarrer sans aucune règle, les gars utilisaient des bâtons, des couteaux, des bouteilles, des chaises, tout ce qui nous passait sous la main. Maintenant, c'est plus violent, mais la violence était pire à l'époque. Les gens n'avaient pas de règles, en fait, ils voulaient juste s'entretuer. En fin de compte, l'un de nos gars est mort. À présent, c'est plus comme un sport. On a des combats dans la forêt. On peut réunir 100 personnes, mais normalement à peu près 60 personnes participent au combat. Quand on est jeune, il faut vraiment se montrer, il faut participer à tous les combats. Il faut aussi assister aux matchs. Les combats sont vraiment importants. On ne peut pas se plaindre en se disant « Ma petite copine ne veut pas me laisser y aller ». Il faut y aller. Les jeunes, ça se bat à 5, peut-être 6 fois par an. Ce n'est pas difficile de s'en sortir 6 fois par an. Pour être en forme, il faut s'entraîner au moins 3 fois par semaine. Il faut vraiment être en forme. Parce que quand on se bat à 25 contre 25, on n'a vraiment pas envie d'être humilié. Presque tout le monde ici va au match et pratique des styles de combat différents. La boxe thaï, la boxe, le MMA,
Et une fois par semaine, nous nous entraînons ensemble. Nous avons des contacts avec Djurgården. On va voir où ils seront lundi. On va essayer de se mettre d'accord sur le nombre de combattants pour éviter la police et tout ça. Chaque rencontre est différente. Parfois, nous avons nos réunions secrètes. Parfois, on se voit dans un pub au centre-ville. S'ils veulent se battre en dehors de la ville, nous devons être d'accord. S'ils veulent se battre dans la ville, nous devons être d'accord aussi. La meilleure façon, c'est de les contacter. On peut les suivre dans un pub ou quelque chose comme ça, pour les attaquer avant ou après le match, ça dépend. La meilleure façon, à mon avis, est de les faire sortir du pub pour avoir un combat équitable, sans objet en verre, sans témoin. Normalement, ça prend 1, 2, 3 minutes. Que faut-il faire pour gagner? Les faire tomber par terre. Ou les faire fuir. Être agressif et intelligent aussi. Il s'agit plus de tactique et de compétences, de combat individuel et tout ça. Si on reste debout, on a gagné. La Suède m'a toujours intéressé. De tous les clubs que j'ai vus en Scandinavie, ce sont probablement les plus fous. Je crois que leurs fans sont les plus durs. Ça fait bien peur. Pour certaines firmes les plus extrêmes, comme The Wise Men, Bad Blue Boys ou d'autres, les bagarres c'est la base. C'est une confrontation avec certains clubs, ce n'est pas à tous les matchs. Quand c'est de la rivalité locale, il y a de la violence pour savoir qui sera le plus fort. Je suis dans la bande Get Seven depuis 15 ans. J'ai 30 ans. La capitale grecque est divisée en zones d'influence entre les verts et les rouges. Les hooligans qui soutiennent Panathinaikos et Olympiakos. Nous circulons à travers la région. Nos gars essaient de les localiser avant chaque match. Nous cherchons toujours une occasion pour les attaquer. Début décembre, nous avons attaqué des hooligans du Panathinaikos. C'était lors d'un match de volleyball. Ils étaient à peu près 150. Nous sommes venus et nous les avons attaqués lorsqu'ils sont sortis à la fin. La moitié de nos gars étaient près de la porte et les ont frappés. Vous voyez ces taches? Nous avons brûlé leur moto. La moitié de nos gars étaient là à leur bloquer la sortie. Nous les avons battus avec des matraques. Le reste d'entre nous a commencé la bagarre. Ils étaient 150 et nous à peu près 70. Peu importe le sport, nous voulons toujours nous battre avec nos rivaux. En octobre 2016, nous avons eu une bagarre avec des hooligans de l'AEK. À 70 contre 70. Des cocktails Molotov, des bombes fumigènes et des bâtons. À la grecque. En fin de compte, ils sont partis. Ils se sont enfuis. Nous en avons capturé 2. Bien sûr, nous avons gagné. Ce fut une grande victoire. Dans chaque bagarre, il y a des blessés des deux côtés.
Pourtant, par respect envers les morts, je n'en parlerai plus. La rivalité entre les fans des deux clubs basés à Athènes, Olympiakos et Panathinaikos, est devenue une guerre d'usure qui dure depuis des décennies. Le conflit a mutilé ou même tué des dizaines de jeunes Grecs. Chaque derby d'Athènes provoque des combats de rue. En Europe du Sud, les règles du fair-play entre hooligans sont rarement observées. Ils portent des casques de moto, se battent avec des bâtons, des barres de fer et souvent aussi avec des couteaux. Les fans du Panathinaikos sont des fils de... Ils nous cherchent dans les rues et nous aussi. C'est pas dans nos habitudes de se retrouver dans la forêt. Nous sommes en conflit depuis 30 ans. Je pense que cette haine ne s'éteindra jamais. Personne ne s'arrêtera. Elle ne fera qu'augmenter année après année. La dernière bagarre avec AEK a eu lieu quand la police nous a provoqués après notre défaite. Nous les avons affrontés pendant une demi-heure. Nous avons écrasé toutes les unités de police présentes au stade et nous avons été punis pour ça. Hooligans de Panathinaikos. Un groupe de rouges s'y rend immédiatement, en prenant tout ce qu'ils pourraient utiliser comme arme. C'est cette menace de violence, ce potentiel de violence, c'est ça la source d'adrénaline. L'une des choses qui attire beaucoup dans la culture des ultras, c'est le fait que ça se passe le jour du match. Cela ne concerne pas le reste de la semaine. Souvent donc, vous ne verrez pas les gars avec qui vous allez au foot parce que vous habitez dans des endroits différents. Vous faites des choses différentes dans la vie. Le football et la politique extrême ont toujours été liés, car le football offre une très bonne possibilité de recruter ces personnes. Des groupes de la classe ouvrière se réunissent. Il est donc plus facile de diffuser un message. Il est plus facile de trouver des personnes plus naïves. Personnellement, je crois qu'en termes de hooliganisme et de racisme, il faut être particulièrement attentif à l'Allemagne. Suite à la situation difficile en matière d'immigration, la colère devient de plus en plus forte et la situation empire. Ils ont eu ça dans leur histoire, soyons objectifs. Quelques heures avant le match, les hooligans et les ultras de Stuttgart se rassemblent dans un club informel où seuls les membres du groupe peuvent entrer. Même la police ne peut pas y pénétrer. C'est le bar privé où nous nous rencontrons avant les matchs. C'est un lieu privé, il y a environ 150-200 personnes. Nous restons ici, nous prenons un verre ou deux et puis nous allons au stade ensemble. Andreas est un vétéran du mouvement des hooligans à Stuttgart. Membre distingué du groupe, il a commencé à se battre dans les années 80. C'est l'un des rares à ne pas avoir peur de montrer son visage. Avant, quand j'étais petit, on n'utilisait pas le mot hooligan. Ce terme est venu d'Angleterre plus tard. Je pense qu'il y avait moins de règles auparavant, elles ont été formulées plus tard, genre ne pas attaquer ceux qui sont sur le terrain. Il n'y avait pas de mot hooligan. Si les fans venaient au stade, la bagarre était garantie. Nous étions vraiment jeunes, 14 ou 15 ans, nous avons eu un match à l'extérieur à Karlsruhe.
Nous sommes à peine sortis du train, les poches pleines de pierres, et la bagarre a commencé à la gare. C'était ma première grande bataille de football. On a ce sentiment d'unité, on sait qu'on peut faire confiance à la personne à droite ou à gauche. Ce qu'on apprécie, c'est cet esprit d'équipe. On se bat ensemble avec ses amis et ses frères. La première fois que je me suis retrouvé dans cette situation, non, je n'avais pas vraiment peur. J'étais nerveux et j'ai cessé de retenir mes coups. Et là, les choses ont suivi leur cours. On a l'impression d'être dans un film. On donne tout pour sa ville. Il y a quelques années, on a volé une bannière des Desperados de Dortmund. Et ils se sont vengés par un acte lâche. Ces chiens de Dortmund ont pénétré par effraction dans notre fan club et ont volé toutes nos bannières. C'est là qu'a commencé la véritable rivalité entre nos clubs. Moi, je suis venu au foot et j'ai tout de suite été attiré par les ultras, par leur feu et par leur performance. J'ai été fasciné, je voulais vraiment en savoir plus. Tous les nazes ne peuvent pas être appelés des Swabs. C'est comme ça que je suis entré dans le groupe. J'ai rencontré ces gens et je me suis fait pas mal d'amis. On s'y intègre, les amis deviennent des frères. Ils deviennent votre famille. Et nous avons une cause que nous défendons ensemble. Ça devient votre vie. Certaines personnes commencent comme ultras et rejoignent les hooligans plus tard parce qu'ils veulent plus d'action. Nous avons beaucoup de problèmes avec la police. Nous ne frappons pas les innocents, bien sûr. Il y a toujours eu de la violence dans la société. Chaque siècle a connu des groupes violents. Et je pense que ça fait vraiment partie de nos vies. Un mois avant le match de Stuttgart, la police allemande s'est rendue au siège d'une bande de hooligans pour interroger leur leader. Ils avaient appris qu'une grande bagarre était planifiée. Depuis, la police du pays suit attentivement les fans et les hooligans les jours de match. Avant, c'était par téléphone portable. Maintenant, ils utilisent Internet pour établir le contact. Et ils le font de la manière la plus anonyme possible, dans le secret. Cela ajoute un peu plus d'attractivité. On s'excite en planifiant tout ça. Il s'agit d'harceler, de surmonter, de décider qui est le plus brave, le plus fou, et le mieux organisé, le plus violent, le mieux armé. Ça devient presque une guerre. Ici, à Göteborg, faire des graffitis est une chose commune. Là, il y a le pont principal de Göteborg. Il est bien situé, on peut voir les images chaque fois qu'on passe par le pont. Que se passera-t-il si des hooligans d'une autre ville viennent et essaient de... Peindre dessus. Bien sûr, ce ne sera pas bien, il y aura une réaction. Je vis la vie de hooligan 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les jours de match, on fait tout ce qu'on peut. Si on a une chance de se battre, on se prépare plus que pour le match lui-même. Mais ça dépend aussi du match et du type de bagarre. J'espère que nous allons nous battre. Djurgården, c'est un rival très important.
J'espère que nous allons nous battre. Newgarden est un rival très important et nous cherchons toujours une chance de les remettre à leur place. Nous n'avons pas de bonne relation avec les flics, bien sûr. Ils essaient de nous bloquer, mettre fin à nos bagarres. Tous les flics sont des... Quand on se bat, il est difficile d'expliquer ce qu'on ressent, mais c'est incroyable. De l'adrénaline, de l'euphorie et de la rage, toutes les émotions se mélangent. La police bloque toujours tout. On a beaucoup de problèmes en Suède, mais les hooligans sont vraiment la cible numéro 1. J'ai vraiment du mal à comprendre ça, parce qu'ils savent que nous avons nos règles. Bien sûr, nous nous défonçons dans les champs, mais encore une fois, on n'en fait pas trop. Quand on est par terre, on est par terre. Personne ne marche ni ne saute sur les gens. Et ils le savent aussi. Du coup, c'est vraiment ça que je comprends pas. Si nous avions tué l'un d'eux, tout cela aurait pris une autre tournure. Ce serait comme un derby de Cracovie en Pologne ou un truc comme ça. Nous nous entretuerions et nous ne le voulons pas. Avez-vous déjà été sur le point de mutiler ou de tuer quelqu'un? Oui, oui. Comment c'était? C'est une bagarre, on vous frappe, vous frappez, et à la fin, vous gagnez le combat. Parfois, il est difficile de s'arrêter. Ce gars m'avait cassé le nez et une dent. Bien sûr, je profiterai de l'occasion pour lui donner un ou deux coups dans la tronche. Même si j'ai 51 ans, si mon équipe joue à l'extérieur, j'aime toujours voyager dans le train spécial avec 500 à 600 autres fans pour aller me battre. Parce qu'on représente notre ville. Peu importe si votre équipe gagne ou perd, il s'agit de tout donner. Nos camarades les ont suivis, mais pour rien. Il n'y a rien à dire. La prochaine fois, peut-être. L'idéal, c'est de gagner à la fois sur le terrain et dans la rue. Chacun à sa place. Si j'avais à choisir, j'opterais au moins pour un match nul et pour notre victoire dans la rue. Je préfère gagner un combat contre un très bon adversaire que de gagner un match de foot. Bien sûr, je veux que l'équipe gagne, mais la famille, mon job, le travail, l'équipe passe après. Mes enfants n'en savent rien. S'ils doivent choisir d'être prédateurs ou proie, je veux qu'ils soient prédateurs.
Le hooliganisme est un monstre qui évolue. Je ne sais pas vraiment ce qui va se passer à l'avenir. Le fait qu'on en parle toujours à la télé prouve que le problème n'a pas été réglé. Il ne le sera jamais. Ils savent qu'ils ne le régleront jamais.